Quand nous pensons aux figures puissantes de la fin de l'Empire romain, nous pourrions d'abord penser à Majorien, à Léo, à Anthemius, à Théodose, Julian, Valentinien et d'autres. Ou nous pourrions penser aux généraux puissants de l'armée romaine, tels que Arbogast, Stilicho, Aspar, Aetius, ou même le peu glorieux Ricimer. Mais une figure qui est souvent négligée est une que nous pourrions trouver assez surprenante. Cette personne a été pendant environ 12 ans, de 425 à 437 après Jésus-Christ, le régent de facto de l'Empire romain d'Occident, exerçant une influence considérable et gérant les affaires de l'État. Mais ce régent de l'Empire d'Occident serait engagé dans une énorme lutte de pouvoir entre différents commandants militaires, usurpateurs rivaux, pillages, hordes barbares dans cette époque absolument chaotique mais fascinante, où la lente chute de l'Empire romain d'Occident avait commencé, et cette personne était une femme. Tout au long de l'histoire romaine, il y a eu quelques occasions où les femmes ont assumé le rôle de régent, ou ont du moins exercé une influence considérable sur l'Empire romain, dès l'époque de la célèbre épouse du premier empereur Auguste, Livia Drusilla. Parfois, les femmes exerçaient un grand pouvoir indirectement, en coulisses, grâce à leur influence sur leurs maris, les empereurs. Mais parfois, elles détenaient elles-mêmes une autorité presque égale à celle de l'empereur lui-même, comme la célèbre épouse de l'empereur Justinien, l'impératrice Théodora. À d'autres moments, elles étaient même les seules dirigeantes, comme l'impératrice Irène d'Athènes, qui a régné de 797 à 802, après Jésus-Christ dans l'Empire romain d'Orient. Mais dans les années tumultueuses où la chute de l'Empire romain d'Occident avait lentement commencé, ce processus fatidique de 70 à 80 ans, il y avait une femme qui était la dirigeante de facto de cette moitié troublée de l'Empire, et son nom était Galla Placidia. Son année de naissance exacte n'est pas précisément connue, mais presque certainement dans l'intervalle de 388 à 392 après Jésus-Christ. Elle est née en tant que fille du célèbre empereur Théodose, le dernier empereur romain à avoir régné sur l'Empire romain d'Orient et d'Occident pendant de longues périodes. Et comme nous savons que Théodose était un empereur chrétien pur et dur, qui a tenté de supprimer l'ancienne religion païenne en ordonnant la fermeture de nombreux temples anciens, Galla Placidia, comme vous pouvez l'imaginer, a reçu une éducation chrétienne approfondie. Elle n'avait guère le choix en la matière, et il est donc assez clair qu'en tant que membre de la dynastie théodosienne, elle deviendrait elle-même une chrétienne dévouée. Son frère était l'empereur Honorius, célèbre pour son incapacité, empereur de l'Empire occidental, et son autre frère était Arcadius, l'empereur pas beaucoup mieux de l'Empire oriental. Après la mort de son père en 395, elle a passé son enfance dans la maison de Flavius Stilicho et de sa femme, Serena, à Mediolanum. Car c'était dans les dernières années des années 300, la résidence impériale de l'Empire romain occidental. Il est probable qu'elle a reçu une éducation classique et qu'elle savait donc lire et écrire, et qu'elle connaissait beaucoup de choses sur l'histoire romaine et les grands poètes, orateurs et écrivains classiques des siècles passés. Ces années ont dû être assez heureuses, quand tout était encore en ordre à l'ouest. Les invasions barbares étaient encore loin de l'Empire romain d'Occident à cette époque. Et Mediolanum était une ville prospère et magnifique. Mais cette paix ne durerait pas. On dit que des arrangements ont été faits pour qu'elle épouse Eucherius, le fils de Stilicho à un moment donné au début des années 400, mais lorsque le puissant magister Militum Stilicho est tombé en disgrâce auprès de l'empereur, qui avait été manipulé par l'un de ses ministres, et convaincu que Stilicho prévoyait d'installer son propre fils en tant qu'empereur romain d'Orient, Honorius a fait assassiner Stilicho. Eucherius a également été assassiné sur ordre d'Honorius, et donc bien sûr le mariage avec Placidia n'était plus possible. Et si nous pouvons supposer que Placidia n'était absolument pas contente des décisions de son frère, et qu'ils continueraient à avoir une relation très difficile pour le reste de leur vie. Dans les années qui ont suivi le meurtre de Stilicho, un chaos absolu s'est ensuivi. Galla Placidia était à Rome lorsque la ville est tombée pour la première fois en 800 ans aux mains d'envahisseurs étrangers lors du célèbre sac de Rome en 410 après Jésus-Christ. Les jours heureux à Mediolanum étaient révolus. Ils devaient sembler un souvenir lointain et irréel à cette époque.
Elle a été capturée par les Wisigoths et emmenée avec d'autres Romains capturés en Gaule. Ataolphe, le frère d'Alaric, est devenu roi des Wisigoths en 411 après la mort de son frère. Et il a probablement dû avoir un œil sur Placidia dès le début. En 414 donc, il a conclu une alliance avec Honorius contre les usurpateurs gaulois. Car il y avait vraiment beaucoup d'usurpateurs à cette époque contre le faible Honorius, et Adolphe a reçu le consentement d'Honorius pour épouser Placidia. Ils se sont mariés en 414 et ont même eu un fils ensemble, le jeune Théodose, nommé d'après son père. Mais l'enfant est mort jeune, et avec lui est morte la possibilité d'établir très tôt une lignée romano-visigothique. Ataulf a été assassiné en 415, et Placidia est donc restée avec les Wisigoths, qui s'étaient alors établis en Espagne. Nous ne pouvons que spéculer si Placidia a réellement pleuré la mort de son mari ou si elle était soulagée. De telles choses sont perdues dans le temps, mais ce seraient les choses qui seraient intéressantes à savoir. Ce n'est qu'en 417, lorsque le nouveau Magister Militum Constantius III a commencé à faire campagne contre les Wisigoths et d'autres tribus germaniques, que les Wisigoths ont été contraints de négocier un traité de paix et de devenir foederati de Rome. Galla Placidia a été renvoyé en Italie en 417, mais son frère, l'empereur Honorius, l'a forcé à épouser Constantius III, ce qui s'est passé en janvier 417. Un an plus tard, leur fille Justa Grata Honoria est née, et un an après, leur fils Valentinien III. Ces deux enfants se révéleraient assez désastreux pour l'Empire romain d'Occident, tout à fait en accord avec le reste de la lignée théodosienne. Il semble que Placidia était la seule exception. Nous ne savons pas exactement grand-chose sur les années entre 417 et 421, mais elle a probablement vécu avec ses enfants au palais impérial de Ravenne, où son mari Constance III avait maintenant été fait co-empereur de l'Ouest par Honorius. Malheureusement, Constance est déjà décédée en 421 d'une maladie, et peu de temps après, les relations avec son frère se sont rapidement dégradées. On dit parfois qu'Honorius a fait des avances assez étranges envers elle, comme s'il était physiquement attiré par sa propre sœur. Honorius, celui qui avait apporté tous ces problèmes dans sa vie, d'abord le meurtre de Stilicho et de son futur mari Eucherius, puis sa captivité par les Wisigoths, et maintenant cela, et elle s'est enfuie avec Honoria et Valentinien à Constantinople. Honorius est mort peu de temps après, en 423. On ne sait pas exactement ce que Placidia et ses enfants ont fait à Constantinople, mais son neveu Théodose II était empereur à cette époque à l'Est, et elle a probablement profité de quelques années paisibles dans la capitale romaine orientale. Mais ici aussi, la paix n'était pas destinée à durer. Après la mort d'Honorius, un certain Ioannes devint empereur de l'Ouest, mais il n'a pas été accepté par Théodose II, et donc une armée a été envoyée contre lui. C'est à ce moment-là que Ioannis avait choisi Flavius Aetius comme Magister Militum, lui demandant d'appeler ses foederati Hanniques à l'aide contre les forces romaines de l'Est. Aetius est donc allé et est revenu avec l'armée hannique, mais il est arrivé trop tard. Ioannis avait déjà été renversé par les forces romaines de l'Est, ce qui est assez triste car Ioannis était en réalité un bon empereur tolérant, qui aurait même autorisé à nouveau le culte païen ouvert à l'Ouest. L'Ouest aurait probablement été mieux avec Ioannis comme empereur plutôt que Valentinien III. C'est alors que Placidia, maintenant âgée d'environ 35 ans, retourna à Ravenne avec ses deux enfants, et ainsi son fils Valentinien III deviendrait empereur romain d'Occident. Mais comme il était encore très jeune, seulement 6 ans, elle était maintenant la régent effective de l'Empire romain d'Occident. Malheureusement, c'était à une époque très instable. Non seulement plusieurs tribus germaniques avaient réussi à s'établir comme des royaumes quasi indépendants de facto à l'intérieur du territoire de l'Empire romain d'Occident, mais l'armée de l'Empire d'Occident était divisée entre 3 généraux puissants, à savoir Félix, Bonifacius et Aetius. Une situation incroyablement compliquée pour Galla Placidia, comme il s'avérerait. Selon Procope, Aetius complotait pour devenir le général suprême de l'Empire romain d'Occident. Il complotait donc contre Boniface, le mettant en garde que Placidia complotait contre lui, ce qui bien sûr était faux. Ainsi, cherchant à augmenter sa force contre Aetius, Boniface a commis une terrible erreur. Il a convoqué les Vandales afin de les faire s'effédérer.
Cela ne s'est pas passé comme prévu? Bien pour personne, sauf pour les Vandales. Nous ne savons bien sûr pas si c'est vrai ou non, et cela pourrait être en partie inventé par Procopius. Mais cela montre comment les généraux romains de l'Ouest complotaient les uns contre les autres. Nous savons qu'au final, Aetius est sorti victorieux et que Bonifacius et Félix sont morts dans ce conflit insensé qui a encore affaibli l'Empire romain d'Occident, tuant des dizaines de milliers de soldats romains, et même provoquant l'invasion des Vandales en Afrique, ce que l'on pourrait en fait voir comme le premier véritable coup de mort à l'Empire romain d'Occident. Placidia a fait de son mieux dans cette lutte de pouvoir insensée, mais elle était vraiment dans une situation impossible. Il n'était pas vraiment possible pour une femme d'aller elle-même au combat et de prendre le commandement d'une armée, car cela aurait été considéré comme un outrage absolu par la plupart des Romains. Et donc elle a dû utiliser des tactiques astucieuses entre Bonifacius, Aetius et Félix, et ce n'est qu'à la toute fin qu'elle a finalement pris parti pour Aetius, quand elle n'avait plus d'autre choix. En 433, elle a finalement fait d'Aetius le magister militum de l'Ouest. Elle a continué à être régente jusqu'en 437, lorsque son fils Valentinien III a été assez âgé pour régner par lui-même. Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux continuer cette chaîne, car comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas exactement un sujet de niche tel que l'histoire romaine tardive. Merci. Nous ne savons pas grand-chose sur les années de 437 à 450 dans quelle ville elle résidait le plus. Nous savons qu'elle alternait toujours entre Rome et Ravenne, mais sur quelle ville elle préférait, nous ne pouvons que spéculer. Cependant, il semble qu'elle ait toujours eu des liens forts avec Rome, choisissant toujours de retourner là-bas, où elle était également très active concernant les affaires ecclésiastiques. Elle était active dans la construction et la restauration d'églises, et parfois même dans l'élection des papes. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qu'elle devait penser en voyant le temple de Jupiter à Rome, ou les autres grands monuments païens de la ville éternelle qui avaient alors encore un aspect très païen. En jugant par son éducation dans la famille théodosienne, je peux imaginer qu'elle n'avait pas une vision très favorable du paganisme. Mais encore une fois, je ne connais personnellement aucune loi qu'elle aurait promulguée contre le paganisme, donc peut-être était-elle plus tolérante que nous ne le pensons. Il semble qu'enfin, dans ces dernières années, elle ait bénéficié de quelques années de paix, lorsqu'elle a exercé moins d'influence sur la politique romaine. C'est juste dans ces dernières années que les choses ont pris un mauvais tournant à nouveau. En 450, Valentinien III ordonna à sa sœur Honoria d'épouser contre son gré un sénateur romain nommé Bassus Herculanus. Très imprudemment, on dit qu'elle a envoyé une lettre à Attila le Hun, le suppliant de l'aider contre ce mariage non désiré, lui envoyant même sa bague. Attila a pris cela comme une proposition de mariage, envahissant promptement l'Empire occidental et demandant la moitié de l'Empire comme dot. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou a un fond de vérité, comme c'est souvent le cas avec des histoires comme celle de la fin de l'Empire romain, car beaucoup de ces histoires ne proviennent que d'une seule source qui a été copiée par d'autres, et donc cela pourrait juste avoir été un mythe. Mais peut-être y a-t-il une sorte de vérité derrière cela. Placidia a dû être assez déconcertée par le geste de sa fille, et on dit qu'en punition, Placidia elle-même l'a fait bannir de Rome, ou peut-être même qu'elle a été exécutée par Valentinien III. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Honoria, ses traces ont disparu après 450. La même année, Valentinien, Placidia et toute la maison impériale ont déménagé à Rome pour fuir les Huns envahisseurs. Et ainsi, Placidia a passé les derniers mois de sa vie tumultueuse dans la ville éternelle, qui en 450 verrait les dernières années de grande splendeur. Placidia est décédée en 450 à environ 60 ans de cause naturelle et n'a pas été enterrée comme quelque chose dans le mausolée de Galla Placidia à Ravenne, mais à Rome. Le mausolée de Galla Placidia, en fait, était une chapelle dédiée au martyr chrétien Laurentius de Rome. Ainsi, Placidia a au moins eu droit à une période de paix loin des guerres constantes et des désastres qui balayaient sans cesse l'Empire lors de ses derniers mois à Rome. Elle n'a pas eu à voir Rome pillée en 455, car cela aurait été la deuxième fois qu'elle aurait assisté de première main au pillage de la ville éternelle.
et elle n'a pas eu à voir son fils assassiner Aetius de ses propres mains, et le meurtre subséquent de son fils en représailles pour le meurtre d'Aetius. Elle a au moins été épargnée de tous ces événements brutaux. Et ainsi est morte peut-être la plus capable des enfants de Théodose, mais elle est née dans une position impossible, à une époque impossible, et être une femme en position de pouvoir à cette époque était certainement très difficile. Elle n'a pas pu arrêter la dissolution de l'Empire romain d'Occident et la guerre civile entre Boniface, Félix et Aetius, qui déchirerait l'Empire. C'était son frère qui avait tué Stilicho, pas elle, permettant à Rome d'être pillée. C'était son fils qui avait tué Aetius, et c'était sa fille qui avait peut-être demandé de l'aide à Attila. Il semble donc qu'elle était entourée de membres de sa famille qui étaient de promptes à prendre des décisions très peu intelligentes. Et que pourrait-elle seule avoir fait pour l'arrêter? Elle a probablement fait de son mieux, mais ses membres de famille l'ont contrecarrée et elle s'est retrouvée enracinée dans une énorme guerre civile. Et donc je pense qu'elle mérite d'être mentionnée parmi les empereurs de l'Empire romain d'Occident, éclipsant certainement son frère et son propre fils en ce qui concerne les affaires d'État. Mais cela n'a pas suffi pour sauver Rome. Et merci de liker et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et j'aimerais tout particulièrement remercier notre nouveau membre Restitutor Orbis, Kylian. Merci beaucoup Kylian pour ton soutien si généreux envers cette chaîne. C'est grâce aux incroyables Patreons et membres YouTube de cette chaîne que je peux continuer à réaliser des vidéos sur le bas empire romain. Et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Et si vous voulez en savoir plus sur pourquoi le père de Galla Placidia n'était peut-être pas mon empereur préféré, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin supérieur droit. Pour en savoir plus sur l'incapacité du frère de Placidia, Honorius, regardez l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Benevalet.